Bonjour à tous. Alors pourquoi cette conférence aujourd'hui dans ce lieu? Il y a un fort enjeu, tout d'abord pour notre réseau qui travaille depuis des décennies au développement de l'agriculture biologique, de garder, de maintenir en bio les terres qui ont été un jour converties. Ça c'est, je dirais, le premier enjeu. Parce que c'est, notamment pour moi, mais je pense pour tout agriculteur bio, de voir ces terres repartir éventuellement en agriculture conventionnelle est quelque chose qui est assez difficile à vivre. Le deuxième enjeu est bien sûr démographique, puisque en bio comme en conventionnel, le nombre de fermes diminue, et c'est aussi un enjeu principal. Ça en fait deux. Ici, par exemple, en Bretagne, je vais vous donner très peu de chiffres, mais des chiffres quand même assez marquants. On constate, alors c'est pour toutes les agricultures, mais une installation pour 3 départs. Donc ça veut dire que, voilà, il y a des choses qui sont pas transmises, il y a des choses qui partent à l'agrandissement, et uniquement à l'agrandissement, c'est embêtant. Ensuite, pourquoi cette conférence? Parce que la transmission, c'est un sujet qui est très délicat, qui est, je pense, à mon sens en tout cas, pas suffisamment traité, et souvent pas suffisamment traité en amont, c'est-à-dire que la transmission, ça se prépare. C'est un sujet qui peut être parfois tabou parce qu'il confère à des choses qui sont de l'intime. Quand on transmet son outil de travail, bien souvent on transmet aussi un lieu qui était le lieu de vie familial. Donc ça va bien au-delà d'un simple outil de travail. Pour le cédant, c'est bien sûr la fin de quelque chose. Donc c'est pas facile à vivre. Voilà pourquoi il est important d'y penser à l'avance et de s'y préparer. Alors personnellement, j'ai été alertée il y a 2 ans par une enquête. Ça c'était dans ma région, hein, je viens des Hauts-de-France. Et l'enquête avait été faite par une structure que nous avons créée, nous, l'ABP, l'Agriculture biologique de Picardie. Une structure qui s'appelle Copasol et qui s'occupe notamment, qu'on a créé nous en lien avec la FAMA Péter de Liens, qui s'occupe des installations dites hors cadre. Et cette enquête nous disait notamment que 50% des fermes chez nous étaient à transmettre dans les années à venir, donc jusqu'en 2017. Et que dans ces 50% des fermes à transmettre, 25 ne connaissaient pas le cédant, enfin le preneur, le repreneur. Donc voilà, j'ai décidé de m'occuper de ce dossier et j'espère que par l'exemple que vous allez avoir aujourd'hui, vous allez pouvoir y réfléchir maintenant. Et puis on a François qui va aussi nous donner des clés certainement. Merci Nadou, tu as bien posé le contexte. Moi je retiendrai 3 éléments. Hein. La question, effectivement, l'enjeu de maintenir la terre en bio. Enjeu important, tu évoquais un chiffre, une installation pour 3 départs. Et tu l'as dit, hein, en bio on n'est pas beaucoup mieux qu'en conventionnel. Il y a un enjeu important avec une pyramide des âges élevée. Et puis tu l'as dit aussi, des ressorts du personnel, des ressorts de l'intime autour de la transmission. Tu as dit sujet difficile, sujet délicat, et tu as dit ça se prépare. Justement, on a à nos côtés Sylvain et Henri qui ont vécu ces moments de l'installation et de la transmission. Donc Henri, tu étais producteur bio dans une commune d'Ille-et-Vilaine, Romillet. Est-ce que tu peux déjà nous dire dans quelles conditions tu as envisagé de transmettre ta ferme et à quel moment de ta carrière? Bonjour, oui, donc non, je n'étais pas producteur bio, je suis passé en bio 6 mois avant la transmission, donc on va pouvoir en parler tout à l'heure, du pourquoi. Donc, problème de la transmission, quelques éléments de contexte d'abord quand même. Donc au départ, nous étions, nous étions un GAEC à 4 associés, 2 couples. GAEC lait et porc, 75 hectares, 2 sites. Un site d'une trentaine d'hectares sur Romillet et un site de 40 hectares sur une commune à 5 km. C'est important de le souligner parce que la première réflexion, c'est la transmission. Il faut d'abord qu'entre les 4 membres du GAEC, c'est-à-dire 2 couples de même génération,
se pose la question, quand on transmettra, est-ce qu'on va transmettre ensemble ou est-ce qu'on va transmettre séparément? Ça, c'est déjà un point. Sachant que nous, on a été 27 ans en GAEC, on a toujours eu dans l'idée d'avoir 2 sites qui soient autonomes, en se disant, si jamais ça se passe mal, si on a des problèmes de relations et des choses comme ça, il ne faut pas qu'il y en ait un qui se retrouve en difficulté. Donc on a essayé de garder toujours 2 sites viables par eux-mêmes, ce qui est important après pour envisager la transmission. C'est-à-dire qu'il y avait 55 laitières sur un site, et puis il y avait les génisses et les 70 truies naisseurs-engraisseurs sur l'autre. Après, on a commencé à envisager la transmission, c'est aussi, il faut y penser, nous on y a pensé, c'est quand on fait vers la cinquantaine, quand on fait le dernier investissement important. C'est-à-dire, quand on investit vers 50 ans, on se dit, mais quand j'aurai fini de rembourser, il sera temps de transmettre. Qu'est-ce que je vais transmettre? À qui, comment, et qu'est-ce que j'ai envie de transmettre? Et donc nous, c'est vrai qu'en 2001, on a fait un contrat territorial d'exploitation à l'époque, et c'est là qu'on est passé on s'était posé la question du porc bio à l'époque, et on a décidé de passer l'atelier porc en fermier label rouge, c'est-à-dire de construire une porcherie d'engraissement sur paille qui faisait 850 m² pour loger tout l'engraissement porc. Ce qui explique aussi pourquoi ça a été plus facile. Avec l'idée à cette époque-là, c'est que on n'était pas des partisans des volumes à tout prix, on était dans un canton en Zès, il n'était pas question de développer la production, c'était aussi de se dire, bon, on va ouvrir, dans une perspective de transmission, en faisant un grand hangar, un atelier sur paille, ça laisse ouvert aussi des possibilités diverses de transmission. C'était aussi dans cette optique-là, en disant une porcherie très spécialisée caillebotis, de toute façon ça ne peut servir qu'à continuer le même type d'élevage. En faisant un bâtiment beaucoup plus multifonctionnel, ça pouvait. Donc la réflexion a commencé à cette époque-là. Je rappelle les dates, hein. Tu évoques 2001 et la transmission 2015. Hein, pour vous donner, ça fera partie des éléments de contexte, mais l'importance de l'anticipation. Tu évoques une quinzaine d'années d'anticipation. Oui, c'est-à-dire que moi je pense que le dernier investissement important, forcément on se pose la question de ce qu'on va transmettre. Il faut se la poser à ce moment-là, c'est-à-dire j'investis et qu'est-ce que je transmettrai après. Et après, donc, les associés sont partis en retraite 4 ans avant nous, donc en 2011. Donc on a fini, ma femme et moi, avec nos 70 truies naisseurs-engraisseurs qui n'étaient plus en label parce que le fermier label rouge s'était cassé la figure entre-temps, avec les fermiers d'Argoat. Donc ça a été j'avoue que ça a été un petit peu difficile, la fin. Port standard avec 70 truies plein air et l'engraissement sur paille, on n'était pas tout à fait dans les clous pour dégager un revenu. Donc ce qui nous a incité aussi à ne pas traîner à transmettre, parce que quand on ne gagne plus d'argent avec sa production, et ce qui pose la question aussi, vouloir transmettre quand soi-même on ne dégage plus de revenus, c'est une gageure, quoi. Donc voilà, je ne sais pas si peut-être que pour le moment... Sylvain, toi, comment tu as rencontré Henri? Est-ce que tu peux nous tracer un peu ta trajectoire de réflexion de l'installation? Et puis ces premiers contacts que tu as pu avoir avec Henri dans la réflexion que vous avez eue tous les deux. Oui, donc moi j'étais salarié donc, sur Romillet dans une exploitation qui était en port bio également. Et donc cet exploitant-là connaissait Henri et savait que dans ses convictions il y avait la volonté de transmettre dans quelques années. Donc c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Henri, sachant que moi je suis pas fils d'agriculteur, donc j'avais pas de structure particulière à apprendre, donc j'avais cette idée en tête, mais sans idée précise. Juste sur la production, je voulais m'installer en port bio, mais j'avais pas de structure disponible, donc c'est par ce biais-là que j'ai rencontré Henri, de mémoire un peu plus de 2 ans avant la date de départ en retraite. Début 2013. Début 2013. Et au moment de cette rencontre, Henri, tu l'as dit, il y avait un processus long, hein, puisque déjà 2001, tu évoquais la volonté de vouloir transmettre ton outil de production. Est-ce que tu as eu des doutes au démarrage dans cette rencontre avec Sylvain, qui en plus Sylvain avait un projet en agriculture biologique? Comment s'est construite votre relation vue de ta fenêtre de cédant? C'est vrai que le premier contact, c'est toujours quelque chose de fondamental. Hein. On va arriver à... forcément, on se dit, bon,
est-ce que je peux avoir confiance? Donc il y a une petite période où on sonde, on pose des questions pour savoir un peu, je veux dire, ce qu'il a dans le ventre, hein, soyons clairs. Donc c'est vrai que là, moi, ce qui a beaucoup joué, et je pense que c'est quand même un cas qui peut être généralisable, c'est le fait de... qui travaillait donc chez quelqu'un que je connaissais bien, et cette espèce de parrainage, je ne vais pas dire moral, mais enfin cette façon qu'ont les gens de dire, bah si, c'est quelqu'un de bien, enfin il sait travailler, il est compétent, la garantie qu'offre quelqu'un, qu'offrait Pierre-Yves chez qui tu travaillais, qui me disait, bon, il est sérieux. Donc ça déjà c'est quelque chose d'important, donc c'est toute cette histoire derrière d'être du candidat qui, quand il peut se faire parrainer par quelqu'un de confiance vis-à-vis du cédant, c'est certainement un élément qui est fondamental dans la mise en confiance, quoi. Et puis après, c'est vrai que la confiance, elle se construit au fur et à mesure des rencontres. Hein. Forcément, on est toujours en train, mais je pense que c'est vrai de chaque côté. Sylvain pourra dire comment il l'a vécu de son côté, mais est-ce que c'est sérieux? Est-ce qu'il va aller au bout? Est-ce qu'il faut chercher quelqu'un d'autre? Est-ce que Et c'est au fur et à mesure des rencontres et puis des prises de risque quand on s'aperçoit que le preneur, que chacun tout d'un coup prend un risque finalement, ou aurait à perdre à ne pas aller au bout. Et puis après, c'est aussi le relationnel qui fait qu'on a confiance ou pas, quoi. Alors c'est aussi le projet, c'est-à-dire on teste le candidat en fonction du projet qu'il développe devant nous, parce que forcément il développe son projet, il l'explique, et avec notre expérience de vieux, on regarde quand même, la viabilité ou la crédibilité du projet, quoi. Alors toi Sylvain, comment tu as vécu ça, cette étape de la transmission de la ferme d'Henri? Je sais que vous avez fait le choix, tu l'as dit Henri, d'un temps de parrainage de 4 mois. Est-ce que cette période-là a été utile pour sécuriser la ferme, prendre confiance aussi dans ton métier et puis acquérir une partie de l'expérience que Henri avait pu acquérir sur son outil? Bah oui, c'est vrai que ces 4 mois de parrainage, c'était vraiment indispensable, malgré que à cette époque-là, toutes les démarches au niveau de l'installation ont été à peu près terminées. Donc le projet était quand même bien avancé, les prêts étaient à peu près signés, il y aurait eu moyen de revenir en arrière, mais ça aurait été peut-être un petit peu compliqué. Mais par contre, c'est vrai que c'est indispensable déjà pour prendre bien l'exploitation en main. Et puis aussi l'environnement de l'exploitation, donc le voisinage, la CUMA, tout ce qui tourne autour de l'exploitation qu'on ne peut pas appréhender forcément sur un dossier économique ou techniquement. Donc ça c'était vraiment très important d'avoir ce temps de parrainage. Et puis je pense que du côté d'Henri, ça lui a pas déplu puisque ça lui a permis de lâcher aussi progressivement. Quand on a préparé la conférence, Henri, tu as beaucoup insisté sur l'importance du cédant dans l'intégration du jeune, du porteur de projet dans son environnement. Pourquoi, d'après toi, c'est si important que tu puisses l'accompagner à la CUMA, que tu puisses l'accompagner dans ces lieux localement pour lui permettre de prendre pied sur la ferme et sur le territoire? Les propriétaires aussi, je me souviens. Alors moi je pense que déjà, oui, c'est quand on transmet, si on n'est pas propriétaire de l'ensemble, il faut quand même s'y prendre assez en avance. Moi, début 2013, donc, quand j'ai vu que Sylvain allait probablement convenir comme candidat à l'installation, c'était une de mes premières démarches, parce qu'on était propriétaire de la moitié, d'une quinzaine d'hectares sur les 30, ça a été d'aller voir les propriétaires pour leur dire, bon, on a un candidat en port bio, est-ce que, si ça se concrétise, est-ce que vous allez suivre? Et ça, c'était important d'aller, il y avait 3 propriétaires, d'aller les voir. Après, on les a invités à prendre l'apéro, on leur a présenté Sylvain. Enfin, il y a eu un travail de relationnel à faire vis-à-vis des propriétaires. Ça suppose aussi de s'entendre à peu près correctement avec les propriétaires. Et je pense qu'on a bien fait parce que sur une partie de la ferme, il y a quand même eu quelques velléités d'autres agriculteurs qui ont tâté le terrain, qui ont appelé la propriétaire en disant nous on peut acheter, hein, etc. Donc
le travail en amont, il faut le faire quand même très vite. C'est-à-dire il faut sécuriser aussi, parce que sans les 7 hectares, là, l'installation ne pouvait pas se faire, quoi. Donc ça, c'est important. Le voisinage, bon, il y a eu quelques expériences malheureuses sur ma commune, par exemple, d'installations qui ont démarré, puis qui se sont mal finies. Il y a quand même eu 2 ou 3 cas. Et donc ça crée un environnement, ces exemples un peu, ces contre-exemples créent un environnement assez défavorable à l'installation, donc dans le milieu, dans le réseau. Donc c'est important là aussi, moi je sais quand j'ai dit à des collègues, bon on va installer un jeune, bon tout de suite le regard dubitatif en bio, hein, ça n'arrange rien. Donc voilà, c'est aussi le travail de présentation, le parrainage, c'est ça aussi, je pense. C'est le présenter à ses voisins, c'est l'introduire à la CUMA, parce que quelqu'un qui débarque, qui ne connaît personne, arriver dans une ferme, s'il n'y a pas de... Moi, je pense que le réseau social du cédant, c'est quand même quelque chose d'important. Bon, là, tu insistes beaucoup sur le rôle, vraiment le rôle que le cédant, effectivement, doit avoir dans sa capacité à accueillir le jeune sur la ferme et dans son territoire. On n'a pas parlé du tout d'économique, du tout de coût de transmission, et pourtant à un moment vous avez dû sûrement entre vous poser cette question-là. Je vois que vous rigolez, donc ça a dû peut-être compliqué. Alors autour d'un café, comment ça s'est fait? À quel moment vous vous êtes mis d'accord sur cette question-là, qui est une question aussi importante? On y reviendra avec François. Tu l'as dit Henri, c'est un élément, il y a d'autres éléments que tu as évoqués, mais je pense que c'est important aussi qu'on évoque cette question-là. Comment s'est fait le prix dans la transmission de votre ferme? Déjà, je pense que chacun de nous, on avait une idée en tête, je pense, du prix global. Henri avait la sienne, moi la mienne. Après, pour un petit peu fixer les choses, donc il y a eu une estimation qui a été faite par le centre de gestion, donc avec valeur comptable, patrimoniale et économique. Sachant que comme il y avait un changement de mode de production, ça c'était un petit peu compliqué, on ne pouvait pas partir sur les critères de l'exploitation d'Henri, et puis donc c'était pas forcément évident. Après, quand Henri m'a annoncé son tarif, moi j'ai pas nécessairement eu besoin de négocier, enfin ça me paraissait honnête par rapport à ce qui avait été dit par le centre de gestion, quoi. Et donc ça s'est fait relativement facilement, on va dire, sachant qu'à côté de ça, il y a des frais qui restent à la charge du cédant. Je pense notamment à des détails comme EDF, comme là l'exploitation était sur la maison d'Henri. Donc il y a des frais qui restent à la charge du cédant et qui sont en moins sur ce que moi j'ai racheté, quoi. Donc il y a ça aussi à prendre en compte. De ton côté, Henri, comment tu avais anticipé cette question de la valeur de ton bien, de la façon dont tu envisageais cette reprise économique par un jeune qui, en plus, Sylvain l'a dit, qui n'était pas sur la même production. Donc en termes de repères technico-économiques, c'est peut-être compliqué d'avoir ces repères-là que tu avais toi sur la ferme tout au long de ta carrière. Bon, après, moi je pense que j'avais mon expérience syndicale qui m'a un petit peu aidé à appréhender les choses, quoi. C'est éviter dans l'appréciation d'un bien, c'est le côté émotionnel, le côté passionnel, en disant moi ça vaut tant. J'avais ma petite idée, effectivement, une fourchette. Après je me suis dit la meilleure solution c'est de demander à quelqu'un qui n'a pas d'attache sentimentale avec le bien, effectivement c'est le centre de gestion. La difficulté effectivement c'était valeur économique d'une exploitation 78 plein air, engraissement sur paille en standard, c'est 0. Donc enfin ça valait plus rien, pas avec la crise du port des dernières années. Valeur patrimoniale, donc effectivement on est parti là-dessus. Après, moi j'ai demandé à un copain ou deux, comme ça, je dis à brûle pour point, j'ai dit ça vaut combien d'après toi la ferme? Donc ils m'ont donné aussi un chiffre qui allait à peu près dans le sens du centre de gestion. Et après ce qu'a dit Sylvain, c'est effectivement ne pas faire attention aux bombes à retardement. C'est-à-dire à bien estimer l'ensemble des coûts de la transmission pour ne pas se retrouver 6 mois ou 1 an après, parce que le jeune au départ il est quand même un petit peu optimiste, il n'a pas sans doute pas, et c'est vrai de tous les jeunes qui s'installent, sans doute pas estimer l'ensemble des cotisations, des frais d'installation auxquels il va avoir à faire face. Hein,
Je vais entendre qu'une réflexion ou deux, Sylvain, 6 ou 8 mois après, en disant bon, il y a beaucoup de gens qui me veulent du mal. C'est pas. Donc c'est ne pas créer des bombes à retardement, mais effectivement, moi j'ai bien vu le coût de l'installation d'eau, installation EDF. Donc c'est pour ça que j'ai un peu, par rapport à l'estimation du centre de gestion, je suis allé un petit peu au-delà, et en disant je prendrai à ma charge tous ces frais-là, effectivement. J'avais majoré 10 000 euros et j'ai eu 10 000 euros de frais. Donc, mais en même temps, je pense que ça nous a permis de garder des relations très saines, c'est-à-dire qu'une fois que le prix est fixé, il ne faut pas dire « Ah mince, j'avais pas pensé que j'en ai pour 5 000 euros d'EDF ou 3 000 euros de flotte ou des choses comme ça. » Parce que ça, par contre, pour casser une ambiance, il n'y a pas mieux, quoi. Donc c'est vraiment de bien faire la liste de tout ce qui va, de tous les frais afférents à une installation. Voilà. Merci, tu m'avais dit Henri que tu étais très bavard et ça se confirme. Alors, je vous propose de prendre les questions dans cet ordre-là. Des questions sur le capital repris. Sylvain, tu peux y répondre. On avait acté qu'il n'y avait pas de souci pour évoquer ces questions-là. Donc voilà, très concrètement, quand on évoque le prix, c'était quoi le capital de reprise de la ferme d'Henri? Donc moi j'ai repris l'exploitation avec l'ensemble des bâtiments, le matériel et environ un peu plus d'1 hectare d'assises foncières donc, sous les bâtiments. Donc j'ai pas repris de cheptel. Donc pour tout ça, donc c'était une reprise de 115 000 euros. Voilà, hors frais de notaire. Sachant que moi, avec le passage en bio, donc j'avais divers aménagements à faire, notamment au niveau de l'engraissement pour des courettes extérieures par rapport au cahier des charges. Donc j'ai remis 50 000 euros de travaux la première année. Et donc le cheptel quand même, donc pour 20 000 euros aussi, donc dès le départ. Merci Sylvain. Henri, une question aussi sur effectivement des offres alléchantes de tes voisins. Pourquoi tu as vendu ta ferme à Sylvain alors peut-être que tu aurais pu la vendre plus cher à des voisins? Je résume un peu la question. Est-ce que tu as eu cette pression en fait Non, parce que je crois que j'avais annoncé un peu la couleur auparavant, 2 ans avant. J'ai dit moi je veux installer quelqu'un. Bon, c'est clair, il y a presque plus personne à s'installer dans la commune, ce sera une installation. Donc ce qui a quand même coupé l'herbe sous le pied à beaucoup de... Et maintenant, mais ça en revient quand même à et ça sur le travail qu'il faut faire par rapport à la deuxième question sur comment accéder à le travail auprès des cédants. C'est-à-dire convaincre les cédants que leur exploitation, quelle qu'elle soit, elle peut rencontrer un projet. Et ça, il y a un sacré boulot à faire parce que il y a tout un environnement qui dit bon, ta ferme, tous ceux à qui j'ai dit je veux transmettre, ils m'ont regardé avec un air un petit peu de compassion en disant mon pauvre vieux, t'as plus ce que t'as à transmettre, quoi. Donc c'est aussi là, il y a quand même un courant, je dirais, tout autour qui essaye d'inciser, enfin disons, qui met dans la tête des cédants que ce qu'ils ont à transmettre, ça, c'est plus... Ou alors, effectivement, c'est l'exploitation de dimensions plus importantes, et puis là, on arrive à la difficulté de trouver un candidat, et effectivement, moi j'ai des collègues en bio, pas forcément une exploitation très importante, mais ils disent, mais est-ce que je trouverais le candidat pour reprendre tout ça? Après, nous, notre exploitation, c'était quand même... l'historique, c'est aussi une CUMA avec salariés, c'est-à-dire, moi, nous, ça a toujours été notre choix au niveau du GAG de ne pas investir dans le matériel. Quand il dit 115 000 euros, les tracteurs, ça valait rien du tout, quoi. Donc c'était essentiellement du bâtiment. Il y avait, et par rapport au temps de travail, c'est là aussi CUMA avec salariés, donc ce qui veut dire que tous les principaux travaux peuvent être réalisés par prestation de service. Donc ça... Le temps de travail, il est directement lié aussi à la réflexion sur la mécanisation, et là, moi, je pense qu'aussi le jeune, et c'est important dans les réflexions sur l'installation, c'est se dire où est-ce que je mets ma force de travail, et où est-ce que je vais être obligé de faire disons, appel à des prestations extérieures, parce que je ne saurais pas tout faire et je ne serai pas bon partout, de toute façon. Je n'en connais pas qui soit bon partout. Donc c'est de savoir aussi où est-ce que moi j'ai envie de m'impliquer, où est-ce que je vais être obligé de faire appel à d'autres. Mais c'est vraiment une réflexion aussi sur les conditions de travail. Après, c'est reprendre une exploitation, c'est pas forcément reprendre le même cheptel, reprendre autant de vaches, c'est confronter son projet à une exploitation, et peut-être que s'il y a 70 vaches sur une exploitation, peut-être que le projet, avec 50, ça ira bien. Si ça correspond à son temps de travail, à une qualité de vie, je crois qu'il ne faut pas non plus être... Mais peut-être qu'il faut aussi que le cédant accepte ça, éventuellement changer de production, d'y ajouter d'autres productions, mais là, de faire évoluer le système. Comment tu as vécu ça, toi, justement? Parce que
Ben moi c'était... Bon, Sylvain m'a demandé de passer en bio 6 mois avant. Bon, je dis que ça me prenait plus, c'était plus une grosse prise de risque. Donc ça fait partie des choses, moi qui ne me coûtaient rien, et puis qui l'ont aidé à... Après, effectivement, le cheptel, là c'est moi qui ai insisté en disant le cheptel, il faut le virer. Ça fait 40 ans que je fais du porc dans cette ferme, il y a eu des problèmes sanitaires, il y a une histoire, il faut mieux profiter de la transmission pour virer le cheptel et repartir en bio avec un cheptel tout neuf. Je pense que c'était... Bon, après, effectivement, avec la crise du porc qui a suivi, je pense que c'était une bonne idée. J'aimerais bien, Sylvain, que tu répondes à la question qui nous a été posée sur je suis jeune porteur de projet, j'ai de l'envie, je veux m'installer en agriculture biologique sur un territoire que je ne connais pas. Comment je fais pour pouvoir rencontrer d'autres Henri dans d'autres territoires, voilà, par quel biais, par quelle structure, par quels moyens? Quels conseils, quelles préconisations tu pourrais faire? C'est vrai que c'est pas évident, à part évidemment il y a les annonces, on va dire, classiques au niveau des divers sites internet, Sivam, Chambre, etc. Mais après, c'est vrai que le réseau de chacun compte énormément, je pense. Et je trouve que c'est une question intéressante parce que on en parlait ce matin, par exemple sur notre commune, on a plusieurs personnes qui vont être à la retraite, qui ont plutôt une volonté aussi de transmettre et qui doutent fortement de trouver quelqu'un. Donc là, je pense qu'il manque quelque chose pour faire le lien, parce qu'il y a des gens qui sont motivés pour s'installer, il y a des gens qui sont motivés pour transmettre. Donc à partir de là, je pense qu'il manque quelque chose, je sais pas quoi, mais... Tu réinsistes sur l'importance de convaincre les cédants que leur ferme est transmissible et qu'ils ont possibilité, par de l'envie, de pouvoir permettre cette transmission à eux-mêmes. Ah bah oui, de toute façon, c'est une condition primordiale pour une installation. Si le cédant traîne un peu les pieds ou cherche à mettre le jeune en concurrence, c'est perdu d'avance. Pour moi, on voit sur notre commune des exploitations qui sont à vendre. Si ça part dans un marché, on va dire, libre, c'est des grosses exploitations qui sont même pas sur la commune, qui viennent la reprendre et qui font 10 km pour faire la terre, quoi. Donc, alors, ça fait le lien, Sylvain, avec les deux questions qui nous ont été posées sur la question de l'accès au foncier, la question des politiques publiques qui pourraient être incitatives pour maintenir la terre en bio. Je propose non pas de les mettre de côté parce qu'elles sont complexes, ces sujets-là, mais de laisser la parole d'abord à François. Et puis, promis, on se recoltine ces questions-là parce que c'est des questions importantes. Et puis, il y a peut-être des réponses dans la salle aussi. Hein. Les réponses, elles ne sont pas que là. Vous avez peut-être une partie des réponses. Donc, ce sera intéressant aussi d'évoquer ce sujet-là tout à l'heure. François, on l'a dit tout à l'heure, tu es animateur, formateur à la FOC. Je pense que c'est bien de repréciser ce qu'est la FOC, ce que tu y fais. Et puis, par ton métier, tu as accompagné plusieurs cas de figure comme celui d'Henri et de Sylvain. Et j'aimerais te poser une question simple. Est-ce que tu peux nous donner un peu de ce que tu as vécu dans les expériences, les points clés qui paraissent importants pour accompagner une transmission? Donc, bonjour déjà à tous. Donc, moi, je m'appelle François Bérou. Hein. Alors, je tiens à ma personnalité, donc ça n'a rien à voir avec l'autre qui n'a pas de chance de s'appeler comme moi. Donc, je travaille dans une association là, donc, qui s'appelle la FOC, donc une association formation collective à la gestion, donc en Mayenne, qui fait plus globalement partie d'un réseau qui s'appelle l'Interafog. Et donc les agriculteurs qui ont mis ça en place, en fait, c'est des gens qui étaient très attachés à l'autonomie de décision. Donc en fait, c'est une structure, quelque part, où il y a presque un préalable philosophique qui est le suivant, que vous n'êtes pas obligé de partager, qui est que chacun d'entre nous a pouvoir sur sa vie. Ça ne veut pas dire qu'on a tout pouvoir. Ça veut dire que quand on s'occupe des problèmes qui nous concernent, on a quand même plus de chances que ça se passe bien. Ça ne veut pas dire que c'est une garantie, mais voilà. C'est vraiment comment on se saisit des problèmes enfin, de ce qui fait notre vie, quelles que soient les choses. Donc évidemment, la transmission, les installations pourront être des étapes importantes. Donc, et aussi, il y a le mot collectif dedans. Ça veut dire aussi que quelque part, à un moment, c'est rarement en se regardant dans la glace qu'on trouve des solutions
à nos problèmes. C'est-à-dire qu'on a besoin des autres, c'est à la fois de notre responsabilité, mais on a besoin des autres pour se coltiner nos questions à nous, pour au moins 2 raisons. C'est que quelque part, les autres nous amènent des choses auxquelles nous, on n'aurait pas pensé. On dit souvent, ça rend possible des choses qui n'étaient même pas pensables pour nous. Ça, vous le savez tous, un moment, voilà. Et donc, ça veut dire qu'une fois qu'on a dit ça, c'est important d'avoir la diversité des points de vue quand on a quelque chose d'important à se coltiner. Par exemple, Henri, tu as évoqué, tu as causé avec d'autres agriculteurs, ceci à droite, à gauche, pas tous des gens qui sont au même endroit. Pour un moment se faire son idée, voilà. Donc c'est basé là-dessus. Et donc aussi donc on a travaillé beaucoup sur ces aspects-là de transmission et d'installation, y compris avec une dimension de groupe relativement importante. Voilà, peut-être pour expliquer un petit peu d'où on vient. Sur ton expérience par rapport à des cas de figure similaires à Sylvain et Henri que tu as pu accompagner, c'est quoi pour toi les points clés de la transmission? Déjà, tu emploies le mot « tu ». En fait, moi, dans mon boulot, il y a bien sûr ce que j'y mets, mais c'est vraiment un boulot d'animateur. C'est comment, en fait, on crée les conditions pour que les gens puissent se coltiner leurs questions. Ce qui ne veut pas dire qu'on n'a pas de compétences techniques, mais l'enjeu, il est quand même là. L'enjeu, il est comment quand même, parce que c'est une première chose, juste là, c'est juste la posture, mais je vais revenir par rapport à ça. On peut aussi, à un moment, quand on a un paquet qui est lourd à porter, je n'ai pas dit qu'il était lourd, la tentation peut être très forte de remettre sa vie entre les mains de quelqu'un d'autre. Et donc, cette question-là, c'est quand même, parce qu'à un moment, la question, elle peut être lourde, la question de la transmission. Et, quelque part, quand même, on a un vrai devoir, me semble-t-il, de se le coltiner. De s'appuyer sur les autres pour se le coltiner, mais pas de remettre le paquet entre les mains d'experts qui sauraient ce qui est bon pour moi. Je m'excuse, mais voilà, moi, c'est dans l'endroit où je travaille, c'est ça mon boulot. Je vais répondre quand même à la question, Julien. Hein, non, mais juste, ça veut dire que pour toi, tu repositionnes le tiers comme étant quelqu'un qui peut faire de la médiation, mais c'est pas lui qui doit faire à la place d'eux, quoi. C'est ça que tu dis, François? Oui, pour moi, c'est essentiel. C'est-à-dire, d'ailleurs, ma question, quand on a des questions importantes, et j'ose dire ça, qu'elles se passent bien ou qu'elles se passent mal, la question centrale pour moi n'est pas le projet. La question centrale est les individus. C'est-à-dire que les individus ne soient pas détruits par ce qu'ils mettent en place. En l'occurrence pour la transmission, et ben que, entre guillemets, à un moment où on croit qu'on s'est coltiné le problème, on a des cartes en main, mais on ne les a pas toutes. Et quelque part, voilà, moi je crois, mais finalement, si ça se passe mal, je ne suis pas détruit par ça non plus. Je n'ai pas d'obligation de réussir. J'ai un peu, me semble, je crois qu'on a tous l'obligation de se coltiner ce qui fait notre vie, en l'occurrence la transmission ou l'installation. Mais on n'a pas d'obligation de réussite. Déjà, c'est un préalable hyper important parce que la peur, finalement, ça peut avoir un effet très inhibant. Le fait d'un moment, on dit voilà, on remet à quelqu'un l'agrandissement ou même autrement. Mais j'ai beaucoup moins cette question-là coltinée que et autrement, ici, celui qui vient après moi, pour une raison X ou Y, ça se passe mal. Il y aura toujours quelqu'un pour me dire que c'est de ma faute. Et déjà, à commencer par moi. Et donc, il faut arriver à se déculpabiliser de ce truc-là, c'est-à-dire à un moment, je me suis coltiné, je crois que j'ai fait les choses de façon honnête, mais voilà. Alors, si on se met du côté des cédants, Henri a beaucoup insisté vraiment sur le rôle qu'il a eu dans la volonté de transmettre sa ferme. Il l'a dit, il s'est investi personnellement pour accompagner Sylvain. Qu'est-ce que tu réponds quand il a été dit aussi qu'il y a des cédants qui peut-être n'ont pas envie, n'ont pas peut-être l'énergie pour faire ça? Comment être capable de travailler, de les sensibiliser à cette question-là pour repasser justement dans ce cadre où ils sont actifs de leur transmission? Peut-être dans les quelques points clés là, qui ont pu être évoqués, enfin, je vais les mettre à la fois pour les cédants, mais aussi en effet miroir pour les preneurs. Parce que je pense que c'est la même chose. Enfin, les questions, on peut les poser. Évidemment, c'est pas la même place, mais on peut les poser presque de la même manière. C'est-à-dire, il y a la phase sur laquelle vous avez insisté, là, qui est se préparer. Je vais y revenir en quelques mots. La phase, on pourrait dire, du recrutement ou de recherche de ferme. Et la phase un peu, là, je ne sais pas quoi, la période qu'on a à faire ensemble, là, un petit peu d'accompagnement ou autre. Et je pense que ces choses-là, elles peuvent être réfléchies
entre guillemets, des deux côtés, en restant chacun à sa place. Donc sur la phase de préparation, j'insiste peut-être beaucoup déjà sur une chose, c'est que les mots sont trompeurs, dans le sens, me semble-t-il, mais c'est aux gens qui sont concernés de le dire. Dans l'aspect de transmission, il y a presque l'idée de continuité, et en fait, quelque part, c'est aussi, et d'abord, peut-être une phase de rupture que les gens vivent. C'est-à-dire, quelque part, à un moment, la phase de rupture, ça ne veut pas dire qu'elle soit désagréable, hein, je n'ai pas dit ça, mais en fait, la vie change. Et donc, il me semble qu'à un moment, d'essayer de se projeter sur qu'est-ce qu'on devient après, qu'est-ce qu'on va faire, on va vivre où, on va faire quoi de son temps, etc., etc. On va avoir besoin de combien d'argent, je suis très pragmatique, pour vivre, etc. Et bien ces questions-là me semblent assez nécessaires de se les coltiner. D'autant plus que ça peut arriver qu'il n'y ait qu'une personne de concerné, mais c'est assez rare. Donc il y a beaucoup de gens, y compris sur cet aspect-là, projet de vie, etc. Henri a beaucoup insisté, moi j'insiste aussi beaucoup là-dessus, sur les aspects de qui est concerné par cette histoire-là. De faire la liste de tous les gens qui sont concernés par cette histoire-là et comment, entre guillemets, on les met dans le coup. Et ça, je vais le dire pour ceux qui cèdent, mais aussi pour ceux qui s'installent. Évidemment, Henri, tu ne l'as pas évoqué, je crois, mais lorsqu'on avait préparé, tu l'avais évoqué. Tu as commencé par évacuer la question des enfants. C'était aussi dans la préparation. Ça veut dire qu'à des moments, il s'agit formellement de le faire. À un moment, il y a dans mes enfants, si j'en ai, ou dans mes proches, il y en a qui sont intéressés, oui ou non. Ils sont à même de se positionner, mais une fois qu'ils sont positionnés, il ne faut pas qu'ils viennent 3 semaines avant qu'il y ait un jeune qui s'attend dire finalement l'affaire m'intéresse. Enfin, il me semble qu'il y a un travail de cet ordre-là à faire. Tu me contrediras, Henri, si ce n'était pas une phase importante. Donc, il y a aussi dans les gens qui sont concernés, les propriétaires, ça va de soi. Il y a aussi, je crois que tu l'as évoqué aussi, Henri, les gens qui en fait sont concernés, qu'on n'aimerait pas qu'ils soient concernés, mais ils font partie du jeu. C'est-à-dire les gens qui quelque part s'occupent de ma ferme, alors que moi j'aimerais bien qu'ils ne s'occupent pas de ma ferme. Et quelque part, le fait qu'à un moment, j'ai tenu des propos assez en amont, qui ne sont pas une garantie, mais qui sont quelque part de dire moi j'aimerais bien que ma ferme soit reprise, je vous assure, c'est pas suffisant, mais ça aide à, entre guillemets, à raboter, entre guillemets. Pourquoi? Parce que n'importe quel individu, quand il s'est projeté sur un endroit, ici vous voyez déjà, il avait presque décidé ce qu'on mettait dans les champs, c'est beaucoup plus dur d'abandonner ça que quand, voilà. On est relativement humble par rapport à ça, parce que peut-être dans certains cas, vous serez amené à aller les voir pour dire finalement mon terrain, voilà. La proposition permet d'éviter ce que vous disiez tout à l'heure, des offres alléchantes des voisins qui peuvent à un moment perturber un projet de transmission. Ça évite pas forcément, mais au moins, voilà, j'ai essayé de coller les choses. Ce que vous évoquez aussi dans tout le réseau social, hein, très longtemps à l'avance avec les questions. Hein, là, il faut réinvestir dans des parts en CUMA, on les prend pas, on tient au courant le réseau que peut-être on aimerait bien qu'il nous remplace ou pas. Il y a tout ce travail-là qui se prépare, voilà, qui est dans toutes les personnes qui sont concernées. La question dans la préparation aussi qui a été évoquée, il y a quoi à céder au juste? Il y a quoi à céder au juste? Il y a la maison, il y a les terres, il y a les bâtiments, il y a les cheptels, on trie là-dedans ce qu'ils veulent, et aussi quoi jusque dans le détail. Il y a le gros, mais il y a le détail. En fait, l'abonnement EDF, les machins, les stocks à la fin, enfin, voilà. Et la question à un moment, la question du combien, il faut bien se la coltiner quand même. Combien on veut, combien, voilà. Et puis après, je crois aussi que le fait de réfléchir à plusieurs sur cette question de préparation, il me semble un point important. Ensuite, voilà, ça c'était un premier petit paquet j'appelle de préparation, mais qui est des deux côtés. Mais voilà, je pense que le fait de s'y prendre avant, c'est voilà. Après, le handicap de se préparer, c'est qu'à un moment, pour autant, c'est de garder la capacité à faire face à l'inattendu. Arrivé à mon grand âge, et je pense qu'on va être un peu tous pareils, c'est-à-dire qu'à un moment, quelque part, c'est à la fois cette capacité-là à dire on croit, on voit, à savoir vers où on veut aller, on prépare, mais on n'a pas l'illusion que ça va se passer comme sur le plan.
comme son imprévu. Cette capacité-là à être un peu plastique, tout en ayant sans doute les vraies choses que j'appelle non négociables, les choses qui pour nous sont importantes. Ensuite, tout le critère de recrutement ou de tout ce qui est l'aspect recrutement là, et puis ou recherche de ferme. Vraiment, alors déjà en économie, là, on est un peu sur ce qu'on appelle les marchés étroits. C'est-à-dire qu'à la fois, ceux qui cherchent des fermes n'en trouvent pas, et ceux qui cherchent des repreneurs n'en trouvent pas non plus. Et donc, c'est quelque chose alors, je caricature, c'est pas tout à fait vrai, heureusement. Mais il y a quand même un vrai boulot à faire là-dessus. À la fois parce que j'ai fait exprès le recrutement. Je crois que la plupart des agriculteurs qui arrêtent, il n'y en a pas beaucoup pour l'expérience de recrutement. C'est-à-dire recruter, je me dis, je me suis fait mes critères à moi, sur ce qui me semblait important. Et puis, effectivement, Henri, tu l'as évoqué, tu as dit, c'est un gars sérieux, j'ai pris mes renseignements, ça ne veut pas dire que tu faisais confiance qu'à ça, mais tu te poses un peu comme dans la position de quelqu'un qui recrute, oui, ou quelque part, et puis la personne, il faut qu'elle soit capable de me présenter qui elle est, qu'est-ce qu'elle faut faire, et voilà, il y a un peu de cet ordre-là. Et donc, il faut pas perdre de vue ça veut dire... Et puis, la question au-delà de tous les aspects institutionnels qui ont pu être évoqués, la question de le faire savoir, elle est assez essentielle. Faire savoir que je cherche quelqu'un, faire savoir que je cherche une ferme. Et ça, aujourd'hui, me semble-t-il, l'expérience prouve que, quelque part, on ne sait pas par où ça vient. Par contre, c'est vrai, c'est la question de le faire savoir. Et ça veut dire, y compris en activant, moi, ce que j'appelle les réseaux faibles. Notre tendance naturelle, elle est d'en causer aux gens avec lesquels on a des liens forts. Ou bien les réseaux, pour une raison X ou Y, dans lesquels on a confiance. Et bien, je pense qu'à un moment, il faut aussi savoir activer ce que j'appelle les réseaux faibles. Alors, je vais vous donner peut-être un petit exemple. C'est à la FOC. Les gens qui étaient en formation de transmission, puis il y avait notre groupe de compta à côté. Et en fait, il y a quelqu'un qui dit, moi, on cherche bien quelqu'un. L'autre, il dit, en fait, moi, j'ai eu un stagiaire, là, il y a quelques années, en fait, il est dans le Nord, là, il ne trouve pas de ferme, est-ce que ça t'intéresse qu'on donne les coordonnées? Ça veut dire que s'ils n'en avaient pas posé le midi, je pense que ça ne serait jamais fait. Personne n'aurait jamais su ça. Donc, ça veut dire qu'il y a... Voilà. Et c'est aussi accepter d'y consacrer du temps. Alors, des fois, c'est pas nécessaire, mais quand même. Le recrutement de repreneurs, ou bien de la même manière, les gens qui cherchent du ferme, c'est la question aussi, quand même, à un moment, d'y consacrer du temps. Et la première ferme que vous verrez, les premières personnes que vous verrez, etc., ne seront pas forcément les bons. François, quand tu dis consacrer du temps, c'est à la fois pour le cédant et pour le preneur. Et pour le repreneur. Oui, ça veut Alors dire... le repreneur, on peut l'envisager parce que il a ça comme projet, mais le repreneur aussi. Tu veux dire, il faut. Et moi, je pense, moi, je suis assez surpris de ça. C'est qu'en fait, pour un tas de raisons, on peut se laisser piéger par le quotidien, et on a toujours des choses plus importantes à faire que ce truc-là. Et y compris des gens qui cherchent des fermes, mais ils ne sont pas prêts à consacrer un mois de leur vie pour ça. Il ne faut pas que ce soit par moment des congés, il ne faut pas que ce soit machin. L'agriculteur, il dit non, mais c'est le jour de l'ensilage, c'est machin. Enfin, en bref, il y a toujours. Si c'est important, il faut y consacrer des ressources. Et on ne gagne pas à tous les coups. Et on joue perdant. On rencontre des gens, et ce n'est pas forcément les bons. On rencontre des fermes, et ce n'est pas forcément les bonnes. Et il y a aussi l'aspect qu'à des moments, à éclaircir, si on est à un moment donné sur les mêmes dynamiques. Ça aussi, ça fait partie des troubles. C'est-à-dire que quelque part, à un moment, de savoir expliquer où on en est. Un repreneur qui commence à chercher quelqu'un, mais sa réflexion, il est un peu dans les premiers contacts. Là. Les premières personnes qu'il va rencontrer, ça va peut-être lui servir à réfléchir plutôt que vraiment à chercher quelqu'un. Et on est sur la même chose des fois. Les jeunes qui voient des fermes, en fait, c'est le fait de voir des fermes. Et alors, on a un gros problème s'il y en a un qui est placé pour dire en gros, le gars il vient voir ma ferme, là, mais c'est parce qu'il est intéressé. Non, en fait, c'est un peu comme s'il cherchait une maison, il fait le tour, et une fois qu'il aura fait le tour, ça lui permettra de se rendre compte de ce qu'il est. Et moi, je pense qu'il vient pour ma ferme, et réciproquement. Voilà. Moi, je dis ça souvent, quand on travaille avec les repreneurs et les cédants,
moi j'ai deux choses qui reviennent très souvent. Les cédants, ils savent pas. Les cédants me disent non mais les jeunes, ils savent pas ce qu'ils veulent. Et quand j'écoute les jeunes, ils me disent non mais les cédants, là, ils savent pas ce qu'ils veulent. Donc ça veut dire qu'à un moment d'éclaircir ce qu'on veut, j'ai dit se préparer, là c'est un aspect un peu essentiel quand même. On voit que François, tu insistes beaucoup sur les relations humaines. Oui. Ça fait 10 minutes, un quart d'heure que tu parles, que pour toi c'est important. Tu as dit le recrutement, du temps y consacrer, le fait de mettre tout le monde dans le jeu, la famille, les voisins, les propriétaires. Tu n'as pas du tout encore évoqué les aspects économiques, et pourtant à un moment il y a une transaction. Je ne l'ai pas évoqué de front, je l'ai évoqué. Eh ben, on va y revenir de front. à partir Est-ce que de tu me l'exemple- permets de dire 2 minutes juste Oui. Deux ou trois trucs importants qui me semblent importants, je ne sais pas te dire. 2 minutes, hein, tu m'as dit. Donc, oui, donc je pense, je répète, pas d'obligation de réussite. Ensuite, comment se faire un petit peu confiance et accepter aussi les phases de doute et de découragement. C'est pas que souvent les histoires, quand on les raconte, qu'elles sont bien terminées, on oublie d'ailleurs ces phases-là des fois. Ensuite, j'insiste sur le fait que chacun soit à sa place. Il n'y a rien de pire que quand on prend la place de l'autre, y compris. Ça ne veut pas dire qu'on ne se comprend pas, mais on reste chacun à notre place. Donc, ensuite, j'insiste aussi, moi, sur l'aspect écrit et oral. Qu'à des moments, on a des choses qui sont ensuite, sur la question du temps, et j'insiste sur l'aspect aussi réflexion avec d'autres. Voilà. Donc, je reprends par rapport à ce que évoqué sur l'aspect économique et autres. Je l'ai évoqué à 2 moments. L'aspect du combien, il faut que je continue. Et je trouve très intéressant le témoignage par rapport à ça. D'une part, vous me dites si j'ai bien entendu, j'ai peut-être pas bien entendu. Vous avez dit, en réponse à cette question-là, comment on s'est chacun de notre côté fait un peu notre idée essentielle. Il peut y avoir des différences importantes, mais assez essentielles que j'essaye de me faire mon idée. Ensuite, je croise les approches. Comment Henri il a dit, voilà, j'en ai causé à 2 ou 3 copains, on a fait venir le centre de gestion, j'avais mon idée avant, voilà. Je prends, et après, il faut bien que j'annonce un tarif, et j'annonce un tarif qui me semble honnête. Henri qui me contredit si c'est pas ça qui... Voilà. Et donc cette question-là du combien. Et il faut savoir qu'à ce moment-là, cette question-là, il y en a d'autres, hein, mais elle vous reviendra. Elle n'est pas la plus facile des fois à se continuer pour 2 raisons. Parce qu'on a des obstacles culturels des fois par rapport à tout ce qui est les questions d'argent. Et puis, elle n'est pas facile parce qu'en fait, on pense qu'il y a un prix qui existerait, qui soit un prix juste, qu'il y a quelqu'un quelque part qui est capable de me dire exactement combien ça vaut. Non, il y a des gens qui ont des compétences, l'idée, mais après ça vous revient. Je vous signale quand même, pour moi, dont c'est une partie de mon métier, quelle que soit la méthode qu'on utilise, en utilisant la même méthode, je ne vous parle pas d'utiliser des méthodes différentes. Avoir 20 ou 30% d'écart sur le prix d'un bien, c'est quelque chose de normal. Merci, ça va sûrement susciter des questions et des interrogations. Merci François pour ton observation par rapport à l'expérience que tu as pu avoir et ces éléments de préconisation. Tu as beaucoup insisté sur les relations humaines, tu as beaucoup insisté sur le temps y consacré pour le cédant comme pour le repreneur. Tu as beaucoup insisté sur le rôle de chacun, qu'en fait ça se joue pas qu'à 2 cette histoire. Ça se joue avec la famille, les voisins, les propriétaires, mais chacun à sa place. Comment améliorer, quel rôle on peut avoir dans l'amélioration de la mise en relation entre cédant et repreneur? Alors, déjà, moi je parle de l'expérience que j'ai, en étant conscient de la chance que j'ai de travailler dans l'endroit où je travaille. Je m'explique. C'est-à-dire que moi, donc dans la structure où je travaille, là, il y a 200 adhérents, il y a 5 ou 10 à peu près personnes qui s'arrêtent tous les ans. C'est plutôt des fermes plutôt plus petites que la moyenne. Et il y a 80% des fermes qui sont prises pour l'installation. Mais ça tient quelque part pas au fait que
enfin je pense que je reviens à ça, c'est beaucoup plus facile, donc je ne suis pas le mieux placé pour répondre à la question, c'est beaucoup plus facile quand on travaille avec des gens qui ont des convictions qui datent de je ne sais pas quand, il y a très longtemps. Henri il a évoqué ces aspects de, par exemple lui, pour lui c'était l'aspect syndical. Pour nous, ça fait partie l'expérience que ces gens-là ont, parce que ça fait un moment qu'ils travaillent, comme ça, qui est qu'à un moment, quand on a un problème, il faut l'anticiper, quand on a une question qui est importante, il faut le continuer à plusieurs et tout ça et tout. Et puis on a des convictions, c'est quand même un terreau très favorable pour que ça se passe bien. Donc je suis peut-être pas le mieux placé pour répondre à ça. Pour autant, ça veut dire qu'à un moment, pour passer de l'intention à ce que ça se passe, il y a quand même un sacré boulot à faire. Ensuite, c'est juste un petit mot de vocabulaire, et je ne dis pas du tout qu'il n'y avait rien, il y avait rien derrière par rapport à ça, mais comment vous avez utilisé le mot d'acteur. En fait, moi j'insiste sur le mot d'auteur. C'est-à-dire un acteur, c'est quelqu'un qui joue un rôle dans un film et c'est pas lui qui a écrit le scénario. Donc il faut être auteur de sa transmission, c'est vous qui écrivez l'histoire. Vous n'avez pas tout pouvoir, c'est à chacun. Et pareil quand on s'installe. C'est la question de comment on est auteur, pas la question de comment on est acteur. Voilà, c'est un petit point de détail par rapport à ça. Et donc voilà. Et après, tout le volet. Pour autant, aujourd'hui, il me semble, c'est une vision qui n'est pas forcément partagée. Il me semble qu'il y a un temps de retard par rapport à l'aspect transmission et installation. Je m'explique. C'est qu'un petit point de vue qui ne prétend pas être la réalité. Nous, en tout cas, on sent ça, moi, je ne sais pas si c'est conjoncturel ou structurel. C'est-à-dire que quelque part, ça ne veut pas dire que ce boulot-là n'est pas à continuer. Il y a un vrai boulot sur l'aspect comment travailler avec les cédants, tout ça et tout. Mais aujourd'hui, il y a autant, sinon plus de travail à faire sur l'aspect comment recrutement. Les gens ils veulent être agriculteurs pour faire quoi demain, comment ils s'y préparent, et avec des parcours qui sont très 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 divers et tout ça. Et je pense qu'il y a aujourd'hui, j'ose dire ça, presque plus pénurie de candidats que pénurie de fermes. Si je devais donner une tendance, ça ne veut pas dire que les deux ne sont pas à travailler, parce que mais j'ose dire ça. Et donc, quelque part, à un moment, tout ce travail-là de comment des gens qui, et c'est pas une critique, ont une idée vague de ce qu'ils voudraient faire en agriculture, comment ils la travaillent pour que ça se transforme ou pas en réalité, on a les uns et les autres beaucoup plus, les agriculteurs, les structures qui s'occupent autour, on a beaucoup plus de compétences sur, ça y est, une fois qu'il y a quelqu'un qui est motivé par l'agriculture, qui a un certain nombre de compétences, là, bon, je ne dis pas que c'est ça, mais il y a déjà du gros boulot de fait. Mais entre tous les gens là qui potentiellement pourraient faire partie de comment là-dedans, il y en a un certain nombre qui, quelque part, voilà, et se coltine aussi tout ce chemin-là à faire dans les deux sens. Là, pour moi, c'est un gros paquet nouveau à travailler qu'on a à se coltiner collectivement. Henri, sur la question de l'accompagnement de la réflexion des cédants, sur quel levier tu verrais pour permettre de les décider, pour engager justement la transmission de leur outil? Il y a eu 2 interventions, 2 questionnements là-dessus. Déjà, moi je pense qu'il y a une question de date, c'est-à-dire il faut s'y prendre vraiment. Quand tu disais tout à l'heure, il y a ceux qui s'occupent de la transmission, il y a ceux qui ne devraient pas s'en occuper. Mais ceux qui ne devraient pas s'en occuper, ils s'en occupent quand même assez longtemps à l'avance. Donc, non, mais il y a beaucoup de gens qui anticipent, c'est-à-dire que, moi je dis, 3 ans avant, il est déjà souvent trop tard, c'est-à-dire que le cédant a déjà dans sa tête l'image de ce qu'il va faire. Donc je dirais c'est presque 7 ou 8 ans avant qu'il faut faire sensibiliser le cédant à ce que son outil puisse servir à installer un jeune. Après 2 ou 3 réflexions vite fait, c'est l'importance de la période d'essai par rapport à l'agriculture de groupe, au GAEC et des choses comme ça. Comment on peut rentrer dans un GAEC si on n'a pas été bossé 6 mois ou 1 an dans ce GAEC en tant que salarié ou en tant que stagiaire, pour savoir si on peut s'entendre avec les gens. Enfin, j'imagine pas, Sylvain déjà n'imaginait pas arriver directement comme ça, mais
Comment on peut rentrer dans un groupe si on n'a pas essayé le groupe? Donc c'est aussi, ça revient à ce que font les salariés, mais c'est la période d'essai. Et donc c'est toute la notion d'espace test aussi derrière, c'est-à-dire que, parce que moi je crois qu'il y a aussi, on parlait de souplesse, mais il faut de la souplesse chez les cédants, il en faudrait aussi chez les repreneurs. C'est-à-dire que la ferme idéale que le repreneur il a imaginé, le petit coin où il va faire son nid, où il va avoir son projet de vie, il n'existe pas. Enfin, il n'existe pas exactement comme dans ses rêves. Donc c'est comment je vais adapter mon projet à ce que je peux trouver comme site. Et ça c'est important aussi que cette souplesse. Mais c'est aussi donc c'est cette période d'essai, c'est ces choses, ce parrainage. Donc là il y a vraiment les espaces tests et tout ça, je crois qu'il y a aussi un vrai travail. Parce que transmettre à quelqu'un qu'on connaît, avec qui on a déjà eu des relations, après s'il y a le voisin qui vient dire moi j'ai autre chose. C'est différent quand il y a déjà eu le contact personnel. Donc c'est réussir à faire des contacts, à faire des prises de contact en amont, de façon à ce qu'après la transmission ne soit plus virtuelle, mais soit transmettre à quelqu'un. François disait tout à l'heure le droit à la réussite, mais aussi le droit à l'échec. Alors est-ce que la période d'essai peut justement permettre ça, la capacité à se rendre compte que ça ne fonctionnera pas? Ça permet aussi aux jeunes de confronter son projet à la réalité, et ça je crois que c'est important. Après, autre point moi, qui m'a semblé important, plus en avant dans la transmission, c'est que Sylvain, quand il a fait son PDE, il m'a montré son PDE. C'est-à-dire, moi je savais, à partir de la reprise, à partir de son projet, quel revenu il pouvait espérer. Et moi je crois que c'est important aussi pour que le cédant, il dit, moi je veux vendre tant, et si le jeune après présente son projet en disant, moi mon revenu il est de 5 000 € par an, c'est qu'il y a un os quelque part. Quoi. Donc je pense qu'il faut quand même qu'on soit dans l'économie.